Samuel chez vous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Merci de la confiance que vous réitérez à ce magazine. Alors, nous sommes mardi, on va dire 22 avril 2025. Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux questions d'actualité, notamment, vous savez que après annonce du retour de Joseph Kabila par Goma, ancien chef de l'État congolais, le gouvernement actuel de Kinshasa mesures en l'encontre justement de l'ancien chef de l'État, notamment la suspension des activités du PPRD, famille politique de l'ancien chef de l'État, également des poursuites judiciaires ont été engagées contre Joseph Kabila et pour finir, il y a eu saisie de ses biens. Alors on se demande jusqu'où ira le gouvernement congolais dans cette démarche. Aussi, quid de la cohésion nationale à l'heure actuelle où le pays fait face à une crise sécuritaire, messieurs, dames, mais aussi comment atteindre les efforts de paix avec de poursuites contre un ancien chef de l'État. Nous allons aussi revenir, vous le savez, sur le pacte social pour la paix, une démarche initiée par le prélat catholique, ainsi que les pasteurs de l'ECC ont envie de réunir tout le Congolais en vue d'une cohésion nationale. Le régime, de son côté, vous savez, a mis en place une série de consultations justement pour aboutir à une cohésion nationale. Mais est-ce que à l'heure actuelle, finalement, on va se dire que la démarche engagée par la SYNCO et les CC reste la seule voie pour la paix en RDC? Nous allons réfléchir sur cette question. Et pour en faire, messieurs, dames, nous recevons pour vous un digne fils du pays. Il s'agit bien sûr de monsieur Prince Kinana. Il est président du MND. Il est avec nous sur ces plateaux de CMS chez vous, monsieur Prince. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, merci de m'avoir invité sur ces beaux plateaux. Laissez-moi saluer tous les Congolais de par le monde. Principalement ceux qui sont dans l'Est de la République, à Goma, où il y a eu un massacre de plus de 9000 personnes pour que la ville soit occupée par l'armée rwandaise. À Bukavu, il y a eu des enfants qui ont été massacrés. Vous savez, là-bas, la vie ne vaut plus rien. L'on peut passer de la vie au trépas. C'est là, selon le bon vouloir de l'armée rwandaise, mais aussi du seigneur Nanga, qui aujourd'hui, selon le prélat, s'avère être excellence. On ne sait pas Nanga a excellé en quoi. Il a excellé dans des tueries, dans des massacres. Nous sommes de cœur avec eux. Nous les invitons encore une fois à la résilience, mais aussi à la résistance. Ils doivent s'approprier l'article 63 de la Constitution. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant au FARDC et aux Azalendo. Ils ne peuvent pas se contenter des efforts diplomatiques menés par le gouvernement, voire aussi par le président de la République. Ils le doivent, c'est une obligation pour eux, de défendre l'intégrité territoriale. La Charte des Nations Unies, voire aussi l'acte constitutif de l'IA, privilégie la légitime défense. C'est-à-dire que c'est de notre plein droit de chasser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. C'est une agression, c'est prouvé et probable. Celui qui dirige Goma aujourd'hui n'est pas congolais, c'est un Rwandais de souche. On a vu la diaspora rwandaise s'inviter, appeler les jeunes de venir occuper les Kivu. Nous avons vu des Miami, les chefs coutumiers, être décapités, voire aussi les familles chefales décimées. Il y a une guerre de déportation de population. Donc, les FARDC doivent nous éviter cette infiltration. Ils doivent nous éviter cette occupation. Le Congo devient du jour au lendemain un État vassal du Rwanda. Alors, nous avons une armée qui a pour objectif la défense nationale. Nous les rappelons encore, nous les rappelons à leur devoir sacré, à leur serment. Ils ne peuvent pas exceller des replis stratégiques en des replis stratégiques parce que, là, je vais m'adresser au chef de l'État avec l'expression de mes hommages le plus déférent, lui qui est le commandant suprême des forces armées. Bismarck a dit un jour, une diplomatie sans armes s'avère être une musique sans instrument. C'est bien bon, la question dans l'Est qui revêtait des contours géopolitiques mondiaux a recueilli la dynamique externe. La dynamique externe est avec Tshisekedi aujourd'hui. Je parle de Tshisekedi pour le cas de la République du Congo. Eu égard de l'article 69 de la Constitution, c'est lui qui représente l'État. C'est le thermomètre de notre nation. Il est le Abba. Donc, des sanctions en sanctions, les sanctions sont des mesures coercitives, des mesures disciplinaires que peuvent imposer les régulateurs du droit international.
à un État qui se méconduit selon les principes et normes fixés. Mais si le Rwanda, nous avions vu Kagame dire haut et fort à tous les dirigeants du monde d'aller au diable, d'aller se faire voir, d'aller se faire enculer, parce que il lui remettait sur la voie. Celui de laisser l'hégémonie expansionniste, celui de ne pas être un État parasitaire qui ne vit que de minerais de la RDC. Mais Kagame s'en fout de ces sanctions. Les sanctions n'ont pas empêché à Poutine d'annexer la Crimée. Les sanctions n'ont pas empêché à la Russie de continuer à occuper des terres en Ukraine. C'est-à-dire que nous devons riposter, comme l'avait souhaité le chef de l'État. La cause à l'international est le nôtre. Notre cause est entendue. Mais qu'est-ce qui empêche cette riposte à ce jour? Le chef de l'État l'a promis, autant de mois passés. Vous venez là de le dire, que les sanctions ne permettront pas au Rwanda de plier bagage aussi facilement, donc il faut une riposte. Mais pourquoi ça ne vient pas? À moins que je ne me trompe, vous savez, en relations internationales, les sanctions ne sont pas que verbales. C'est-à-dire que ces nations qui se sont dotées aussi d'une armée, c'est-à-dire les Nations Unies, ils peuvent aussi intervenir militairement. Comme à l'école, en tant que pédagogue, l'enfant doit commencer d'abord à obéir au doigt et à l'œil. Mais lorsque l'enfant ne se conforme pas à ça, l'enseignant usait du fouet. L'enseignant usait du fouet. C'est-à-dire que ces nations qui, hier, soutenaient le Rwanda, financièrement, militairement, à travers des coopérations militaires, peuvent changer de fusil d'épaule en soutenant maintenant la RDC. Parce que Kagame qui se faisait passer pour la victime pendant que c'était lui le bourreau. Pour 800 000 morts, le génocide rwandais, Kagame s'est attisé toute la sympathie du monde. Mais vous toutes les nations du monde lui ont tout donné. Mais en RDC, nous comptons 18 millions de morts, 207 fausses communes, plus de 7 millions de femmes violées, de déplacés internes, des enfants, c'est les autres. Mais est-ce que c'est-à-dire qu'à cette époque, par rapport à votre question, pour nous, ce qui nous empêche, c'est que cette question perdue il y a de cela 30 ans, pendant 30 ans, il n'y avait qu'un seul remède réservé à cette question. Il y a eu l'AFDEL, il y a eu le RCD, il y a eu le CNDP, il y a eu le M23. À chaque fois, la RDC s'est pliée toujours en négociant, en concédant. C'est-à-dire, on était en train d'hypothéquer la défense nationale à travers des brassages et des mixages, des jumellages, des crossings au vert, des zonzing qui ont affaibli notre armée. En cas de guerre, l'on vous dit, lorsque vous disposez d'une armée multinationale, vous ne pouvez jamais vaincre cette guerre. Donc il faut pour nous, il nous faut d'abord commencer par nationaliser cette armée. C'est ça le problème quand il dit. Il ne sait pas avec qui combattre. Le problème, c'est le problème de commandement. Dans notre armée, il y a de ceux-là qui ont une loyauté partagée. Il y a de ceux-là qui sont loyaux envers Kagame parce qu'ils ont été hier, ils faisaient partie d'une rébellion fruit de la politique kagamienne d'infiltration congolaise. Ils étaient soit dans les RCD, ils étaient soit dans les CNDP, ils étaient soit dans les M23. C'est toujours la même cause. Quelle est cette cause? À servir la RDC, à affaiblir ces institutions, les infiltrer. Ils sont devenus généraux, colonels, ils sont là. Devant l'ennemi, au lieu de combattre, ils repliaient. Parce qu'ils n'ont pas été recrutés. Ils n'ont pas eu une formation. Ils ne savent pas qu'il faut défendre la mère patrie qui est la RDC jusqu'au sacrifice suprême. Et défendre la cause de leur leader qui est Kagame par rapport à une politique mise en place. Il fallait commencer d'abord par nettoyer cette armée, changer la chaîne de commandement. Alors c'est une évidence que le régime actuel connaissait déjà. C'est un régime qui vient de l'opposition. Si vous, acteurs politiques que vous êtes, vous reconnaissez le danger qu'il y avait durant 30 ans, donc le régime devrait se préparer à cette évidence. Une fois au pouvoir, commencer par nettoyer les mauvais éléments au sein de l'armée pour une armée forte, une armée congolaise imposante. C'est le chemin qu'avait pris le président de la République. Au début de son mandat déjà, je vais vous donner de sources. L'Institut de recherche de paix de Stockholm, vous pouvez même entrer sur Internet, Institut de recherche de paix à Stockholm, reconnaît clairement que Tshisekedi est le premier président qui a connu la RDC à avoir misé beaucoup d'argent, je vous dis beaucoup d'argent, dans la défense nationale. Après, il y a eu des tournements dans... Après, il y a eu des tournements, dilapidation, vol. Après, on a responsabilisé des gens qui ne fallait pas responsabiliser.
On envoie quelqu'un pour acheter les matériels militaires. Au lieu de vous acheter un drone militaire, vous achetez un drone qui filme dans les mariages. Vous pouvez vous imaginer ça? C'est-à-dire que il a eu cette volonté politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui... Parce que l'élection n'a jamais été une offre d'emploi. C'était un rendez-vous constitutionnel où un politique amène une vision et un programme pour avoir le contrat social, c'est-à-dire quand il convainc la population. Son programme était quoi? La refondation du Congo. C'est ça la vision de Tshisekedi. Il rêve d'un Congo grand, émergent et retrouvé. Il vous pose un diagnostic, Mbokassi et Koufakala. Les pays étaient dans les abysses. Il fallait faire renaître le Congo de ses cendres, comme les phénix. C'est comme ça qu'il commence dans la réforme. Dans le secteur de l'armée, il amène la réforme. Cette réforme visait la formation. Il fallait nouer des coopérations militaires avec d'autres pays, comme Israël, l'Égypte et autres. Il fallait une loi de programmation militaire, qui va non simplement améliorer les casernements, c'est-à-dire les sociales du militaire congolais, mais aussi la formation et la logistique. Mais nous parlons d'une question qui a duré il y a déjà 30 ans. Le Congo souffrait d'un cancer qui dirait ou qui dure déjà 30 ans. Ce n'est pas parce que vous avez commencé avec l'ampicilline, seulement hier ici, que ce cancer va partir comme ça, non? Non, mais il y a eu déjà un enracinement. Je vous ai dit ici mais que dans notre propre armée, vous pouvez vous imaginer qu'il y a eu des localités, des villes que nous avons perdues. Seulement avec cette aventure du M23, il y a maintenant les AFC qui s'est associé. Il y a des villes et des localités que nous avons perdues, où il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de crépitement des balles. C'est inimaginable. C'est-à-dire que les politiques entre le président public et les commandants des forces armées, il amène sa vision. Mais ceux qui doivent implémenter cette vision, c'est le ministre ayant dans ses attributions la défense, le chef d'état-major général de l'armée, mais aussi la chaîne de commandement sur terrain. Si elles ne combattent pas, Tshisekedi ne va pas prendre les armes pour aller au front. Donc vous voulez dire que il est là pour définir la politique. Le président ne s'est fait pas entourer de personnes compétentes, capables justement... En matière de défense, je dirais non. Je serai franc avec vous. En matière de défense, je dirais non. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'Institut de recherche de paix l'a dit. Vous avez vu comment est-ce qu'il a commencé à améliorer d'abord les conditions de veuves militaires, question de remonter un peu le moral de ces soldats qui combattent au front. Il a trouvé la veuve militaire avec combien? 30 000 francs ou voire 50 000 francs congolais. Avec Tshisekedi, on parle de 300 000. On ne voit plus les enfants, les orphelins militaires vendre de l'eau dans des rues de Kinshasa. On ne les voit plus. Il a commencé avec cette politique d'améliorer les camps militaires. Malheureusement, ça s'est arrêté. Regardez l'état dans lequel se trouve Kankokolo aujourd'hui. Regardez d'autres, je ne cite pas les camps Mobutu, camps Kabila et autres. Allez voir l'hôpital général militaire Bobila, là où les blessés de guerre doivent être pris en charge. Ils sont là dans des conditions inhumaines. Un blessé de guerre laissé par terre parce qu'il manque de l'argent pour payer les lits à l'hôpital général de référence militaire. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux militaires à travers la République. Mais l'hôpital général, c'est l'hôpital Bobila, à Kankokolo. Est-ce qu'il y a des moyens qui manquent? On apprendrait que le gouvernement dispose même des moyens pour l'achat des produits pharmaceutiques. Mais êtes-vous d'accord qu'il n'y a pas de mauvaises troupes que de mauvais maîtres? Le Congo a toujours souffert d'un seul problème. Depuis Lumumba, Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, des mémoires, Kabila fils, laissez qu'on parle de lui, il a dirigé ces pays, mais aussi aujourd'hui le président fait ça que Chilombo. C'est le problème des suivis, c'est le problème des sanctions. Sans la sanction, l'incivisme et l'iddomicile, nous souffrons tous d'un problème de sanctions. Pas de la personne d'abord. La personne, oui. Pourquoi? Je vous dis ici que la société s'est organisée en prévoyant non seulement qu'il y ait des normes, mais il y a aussi des mesures coercitives. Pourquoi on a prévu qu'il y ait la justice? C'est pour éviter les dérapages. Mais lorsqu'on constate qu'il y a eu des dérapages, il y a une peine prévue.
Et cette peine, on ne la donne pas seulement pour donner, c'est-à-dire qu'on la prévoit pour permettre à la personne de rentrer sur le bon chemin. La prison centrale de Makala s'appelle comment? Centre pénitentiaire de rééducation et de réinsertion sociale. C'est-à-dire que si quelqu'un a été une fois condamné, une fois que vous êtes là, vous êtes un délinquant vis-à-vis de la société. Vous êtes écarté de la ligne édictée. Vous y partez ou vous y allez pour être rééduqué, réinséré dans la société, afin de vivre convenablement selon les mesures établies. C'est comme ça que dans des prisons organisées du monde, vous trouverez qu'il y a des psychologues. Très bien. Donc, c'est un problème des sanctions. Le gouvernement souffre aussi de ça. Mais je vous dis ici que sur cette question de l'armée multinationale, parce que c'est de ça qu'on parlait, une armée qu'il a héritée. Kagame a toujours créé à chaque fois des guerres, des rébellions, des guerres d'agression, où il prend des Congolais de basse classe, il le met devant. Mais en arrière-plan, ce sont des Rwandais. Après des 10 000, 8 000, 20 000 hommes. À chaque fois que nous allons négocier, ils demandent quoi? Être intégrés dans l'armée. Lorsqu'ils arrivent dans l'armée, l'armée étant le système immunitaire du corps, du pays. C'est-à-dire que l'armée comparable au globule blanc, ce sont eux qui doivent défendre la patrie. Il se retrouve que Kagame a les siens au sein de notre armée. À chaque fois qu'il voit que les intérêts du Rwanda sont menacés au Congo, il lance une autre attaque. Il ne trouve pas de riposte en face parce qu'il a les siens chez nous. Maintenant, il faut qu'il y ait une conscience collective et nationale. Le chef de l'État l'avait compris. C'est pour ça qu'il lançait à l'époque une mobilisation. Il en appela aux jeunes d'adhérer massivement dans l'armée. J'avais fait un calcul très facile. J'avais dit aux jeunes Congolais, les appelant à cette époque, nous parlions encore au nom de la CRD, du patriarche qui sont Mosokona-Ponga. J'avais dit ici, nous avons 26 provinces. Si chaque province nous donnait au moins 26 000 jeunes, mettons seulement 20 000 jeunes, on a 20 000 jeunes par province, multiplié par 26, nous aurons recruté 520 000 hommes. Au début, lorsque le chef de l'État lança cet appel, il y a eu près de 22 000 jeunes qui ont répondu à cet appel, criant des chefs ici et les a visités. C'est-à-dire que c'est un processus qui doit continuer. Au début, quand? Si le Congo... C'est lors de son premier mandat? Ou oui, lors de son premier mandat, vous vous rappelez de cette époque où il y a eu la prise de Bunagana. Alors là, c'était au niveau du gouvernement national. Déjà, il y a eu, on a déjà nettoyé, on avait déjà traité la question sur l'infiltration. C'est une question connue, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la meilleure des façons... Oui, parce que on finit avec l'infiltration, on recrute, on forme l'armée congolaise. Nous parlons d'une armée qui a été infiltrée il y a de cela 30 ans. Il ne fallait pas finir que c'est là en 2 ans, 3 ans. C'est comme ça que les chefs de l'État avaient vu que... Vous avez le nom de 3 généraux qui ont été... la meilleure... qu'on a découvert comme étant des infiltrés. Je ne me rappelle pas de leur nom. J'aime pas retenir les noms de traîtres. J'aime plutôt retenir les noms de vaillants, les héros. Mais vous avez reçu une information là dans ce sens-là. Mais c'est presque chaque jour. Lorsque Bemba fut nommé ministre de la Défense, vice-ministre de la Défense, il avait initié un contrôle physique. À l'époque, on venait de perdre Siparu Mangabo, Kiwanja, je pense qu'il chichait. Il y a eu un massacre à cause du pyrochlore. Le général, le colonel Tchimérero a quitté les FADC. Il est allé rejoindre le M23. Oh, le mec est parti. Mais les cas sont légion. Donc, ils ont quitté d'eux-mêmes. Oui. Je vous dis, madame, à chaque fois qu'il y avait négociation, parce que Kabila a résolu cette question à travers les négociations, des dialogues qui ne finissaient que par le brassage et mixage. À travers une armée aussi, Kabila parlait d'une armée qui a défait les M23. Non, c'est faux. Les M23 n'a jamais été défait. Je vous le dis ici. Si, à chaque fois qu'on brassait, qu'on mixait, on a mis des listes qui n'étaient pas seulement que des Congolais. Vous parlez du cas de Kabila qui avait défait les M23. Je vais vous demander, cela a été fait militairement ou politiquement? Si c'est militairement, ce qui signifie que ces mouvements ne devaient plus exister. Et que leurs leaders devaient soit être tués pour certains.
Mais le mouvement n'existait plus jusqu'au départ de Joseph Kabila. Attendez, si c'est politiquement, tu as dit qu'il y a eu un accord, vous vous rappelez de l'accord cadre d'Addis Abeba? Vous vous rappelez de cet accord cadre de l'Addis Abeba? C'était fait en 2013. Et l'autre là, il s'appelle comment? Je crois que si ce n'est pas Makenga, il y a un des leaders du M23 qui était pasteur ici à Kinshasa. Pasteur. Où il y a des politiques qui partaient prier chez lui. Ils ont laissé, Kabila a laissé une loi d'amnistie pour ces gens sur la table. Si le M23 était défait militairement, c'est de quel M23 dont nous parlons? Le M23 qui naquit après le non-respect des accords avec les CNDP ou la réjouissance du M23 vers 2013. Ceux qui ont été reçus ici. Les M23 n'ont jamais été reçus ici. Il faut aussi éclairer l'opinion dans ce sens. Ils ont voulu faire chanter le président de la République en menant un message. Ce n'était pas sur invitation. De leur leader. C'est eux qui ont demandé à être reçus. Non, ils sont venus faire chanter le gouvernement. Non, selon les principes de la continuité de l'État. Voilà comment est-ce qu'on travaille avec Kabila, avec le régime Kabila. Parlons des régimes, pas de la personne de Kabila. Il y a des intérêts rwandais parce qu'on vous dira qu'ici, nous avions appris de la voix d'Alain Ntundou, pas le moindre, qui disait que le gouvernement Kabila versait près de 60 millions de dollars par mois à Kigali. Il y a des localités sous le régime Kabila qui étaient occupées par l'armée rwandaise. Kabila a favorisé que la police rwandaise vienne sécuriser la population à Goma. Kabila traita avec le M23. C'est dans ce sens qu'il y a eu accord cadre d'Addis Abeba à cette époque. Un processus de paix. Ils sont venus demander à ce que le chef de l'État exécute tout cela. Le ministre ayant en sa charge l'intérieur et la sécurité, voire la décentralisation, a posé la problématique au chef de l'État qui a refusé. Le chef a dit, la sécurité des Congolais, on ne la négocie pas avec le pantin ou les marionnettes. Moi, je suis venu dans la politique. Vous savez, Félix Tshisekedi n'est pas le premier président congolais à envisager des relations diplomatiques, des relations bilatérales pacifistes avec le Rwanda. Vous savez comment naquit la CPGL? CEPGL. La communauté économique des pays du Grand Lac. Elle fut créée par Mobutu. Mais elle naquit sous Mobutu avec Habyarimana. C'est toute une histoire. Mobutu avait compris. C'est toute une histoire. Voilà. Et le peuple doit comprendre. Parce que ayant cette histoire, il y a des fois vous recevez des gens. On ne sera plus dans la logique de président qui empruntent des raccourcis. C'est ça le problème du Congolais. C'est que nous avons une mémoire fade. Non, mais justement parce qu'en il y a des gens qui viennent ici et vous disent non, cette question, c'est la résultante de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. Mobutu avec la CPGL. Le gouvernement connaît cette histoire. Comprenez déjà que le Rwanda n'est qu'un petit pays qui n'a ni sol ni sous-sol. Justement. Et qui devrait, en tant que ça profite symbiote, vivre par commensalisme, de la mise en commun de nos ressources en tant que pays de la sous-région. Il proposait à Habyarimana et les autres à l'époque pour créer la CPGL. Et c'est dans ce sens que Mobutu céda à Gisenyi. Gisenyi est une ville congolaise que Mobutu donna aux Rwandais. Nous entendons les pasteurs rwandais dire que Masisi leur appartient. Nous entendons Kagame prendre des paroles, il les donne à ces autres pour dire non, lors du partage des frontières, Kinshasa a des terres qu'il doit donner au Rwanda, mais ce n'est que mensonge ou bestialité. Alors une personne malveillante comme ça, en personne de c'est-à-dire que on ne fait pas de lui son ami. C'est-à-dire que c'est un exemple. Le chef de l'État. On l'appelle pas frère ni ami. Le chef de l'État. Non, frère en tant qu'Africain. Connaissons ses intentions. Mobutu appela le président égyptien frère. Nous n'avons pas la même couleur de peau. Non, lui c'est une personne malveillante qui a des intentions de nuire justement à la population. Le peuple quand il arrive, il se pose des questions. Il sait très bien qu'en relations internationales, c'est une jungle où le fort domine le faible.
et que les États disposent des armées qui doivent défendre. Les pensées hégémoniques et expansionnistes sont propres aux États, on ne peut pas les réfuter, c'est là. Les gens de l'État se disent, pourquoi Kigali nous fait la guerre? Est-ce par nécessité ou par mauvaise foi? Il dit, mais l'économie du Rwanda repose sur quoi? Il se pose la question lui-même. Il voit que le Rwanda, s'il ne pille pas nos minéraux, le Rwanda ne va pas vivre. S'il ne reçoit pas des aides à l'international, le Rwanda ne va pas vivre. Regardez avec les sanctions qui tombaient il y a de cela un mois. Le Conseil de sécurité a sanctionné le Rwanda. Les États-Unis, via la Chambre des représentants, ont sanctionné le Rwanda. L'Angleterre, les seuls sur lesquels étaient les Rwandais, les ont abandonnés. La Belgique, ne parlons pas. L'Allemagne, parce que tout le pays du monde, le décideur, ont sanctionné le Rwanda. L'Union européenne a refusé que les Rwandais vendent des minéraux volés. Ça n'a pas pris 2 semaines pour que la Banque nationale rwandaise ferme ses portes. C'est qu'il s'est dit, pourquoi le Rwanda nous fait la guerre? Est-ce par nécessité ou par mauvaise foi? Il comprend que le Rwanda n'est qu'un État proxy, un État parasitaire. Hormis que cette guerre revête des contours géopolitiques mondiaux, mais le Rwanda lui-même le fait par besoin de survie. Pourquoi la MIB vous ronge les intestins? Et non par besoin de velléité expansionniste. C'est par besoin de survie. Et non l'idée de... Le Rwanda manque de terre. C'est pour cela qu'ils envoient leurs hirondelles venir se prostituer en RDC. C'est-à-dire qu'ils tuent le chef coutumier au Congo pour s'approprier les terres de force. Parce qu'en face, il n'y a pas de défense. Le Rwanda manque de minéraux. Il s'est fait proclamer sans honte Univergogne, premier producteur mondial de coltan. Un minerai rare qu'il n'a pas chez lui. La réserve mondiale de lithium, ce n'est pas nous qui le disons. Mais quelle politique... Ça se dit par eux-mêmes que la réserve mondiale de lithium se retrouve en RDC. Le cobalt, l'or. Très bien, mais il fallait... Mais ce sont des minéraux que le Rwanda puisse chez nous. Les gens de l'État comprennent que non, c'est pas besoin de survie. C'est par sa prophétisme. C'est par nécessité. Alors, comme le Rwanda est un État nécessiteux, nous devons quand même leur offrir nous devons quand même leur offrir la charité. Il vient avec cette bonne foi de coopération bilatérale. Il lui regarde. Moi, j'ai de l'or chez moi, mais toi, tu as la raffinerie d'or. Parce que tu as signé un partenariat avec les Émirats Arabes Unis, les Qatar, bien sûr. Ils ont construit une raffinerie d'or chez toi, pendant que cet or, tu dois le voler chez moi. Au lieu que tu tues des Congolais, tu en as déjà tué assez. Allons-y dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais il a craché sur cette main, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui a donné ces partenaires gagnant-gagnant? Mais on comprend que le diable reste le diable, le saint restera. Alors vous l'avez compris en retard? Non, pas en retard, mais ça en valait la peine. Parce qu'il faut faire des diagnostics, il faut faire ce qu'on appelle les états des lieux. Est-ce qu'il a manqué à ce régime, on va dire, une politique sécuritaire? Je dirais non. Mais je dirais peut-être qu'il a manqué à ce régime des hommes compétents, des hommes capables, intègres, patriotes et nationalistes. Très bien. De pouvoir implémenter cette politique sécuritaire. C'est ce que dit le président de la République, chef de l'État, commandant des forces armées, a eu les bonnes idées. Il a eu la bonne vision, le bon programme, presque dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais il a manqué des gens. Mais je ne dirais pas aussi il a manqué des personnes, mais il a manqué du système. Le MND en tant que parti politique a pour vision repenser les systèmes politiques MND congolais. Qui veut dire Mouvement des agents divergents. Nous sommes différents des autres politiques congolais qui disent A, mais ils font B. Quelle est notre devise en tant que pays? Justice, paix et travail. Scientifiquement, je peux vous dire que c'est paradoxal et insultant. Parce que le chef lui-même vous dit que la justice est malade. Le ministre de la Justice vient de déclarer haut et fort sans honte ni vergogne que la justice est morte. C'est-à-dire que le mot justice ne doit plus figurer parmi nos devises. Mais vous avez quelqu'un
qui continue encore en cette justice. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, pendant un coup constitutionnel des données comme l'État, qui ne se lasse pas. Vous avez paix. Mais il n'y a pas la paix. L'insécurité règne. La sécurité publique fait partie des premières missions régaliennes de l'État qui échappent au contrôle de notre État ou de notre pays. Nous ne parlons pas dans l'Est, de cette question qui est perdue il y a cela 30 ans. Parlons de l'Ouest chez moi ici. Balema Indombe, Kouilou, Congo. Il y a eu un conflit interethnique qui a créé un mouvement insurrectionnel. Qui perdu il y a de cela 3 ans déjà. Mais par-dessus ce conflit s'ajoute un autre conflit. Le premier c'était le conflit Teke-Yaka, qui nous a mené à le phénomène Mobundo. Maintenant on parle de notre conflit, le conflit Teke et Nounou. L'insécurité n'est pas seulement liée aux velléités de nos voisins, mais à l'interne aussi. Le banditisme urbain, avec des phénomènes Kuluna. Vous avez, en dernier lieu, travail. Nous avons 80% de la population qui est jeune, mais 90% de ces jeunes ne travaillent pas, sont au chômage. Ceux qui travaillent ne travaillent pas dans de bonnes conditions ou ont des salaires dérisoires. Et celui qui est appelé à conduire la politique gouvernementale les invite au patriotisme pendant que lui se contente ou elle se contente d'avoir des frais d'émission, les frais de fonctionnement, sa couturière est payée par l'État, la cuisinière est payée par l'État, les chauffeurs par l'État, les policiers par l'État. Un cortège de Ouijip et autres. Donc vous voulez dire que ce sont les exécutants qui n'arrivent pas à implémenter la vision du chef de l'État. Qui n'arrivent même pas. Qui n'arrivent même pas à la cheville de Tshisekedi par rapport à sa vision. Mais le chef de l'État, il est garant du bon fonctionnement du Le Congo a un problème depuis 70 à ces jours. Si je vous dis que du point de vue scientifique, nous ne méritons pas être un État. Ne parlons même pas de l'État-nation. Donc le Congo n'est pas encore un État, non, comme le dit souvent le recteur, enfin lui France. Non. Je le salue là où il est. Des fois, il fait des analyses objectives, mais des fois, il est dans l'action de participation comme le refuse Francibal aux journalistes. Il est journaliste. Des fois, quand il fait des analyses, il les fait en tant que journaliste. Très bien. Or, Francibal dit que les journalistes doivent être objectifs et éviter toute action de participation. Mais lui se présente toujours comme un opposant. On ne parle pas de l'UFRANS, on revient sur notre sujet. Le Congo a un problème, c'est le problème du système politique. Le système politique n'a que 3 composantes. 1. Les régimes politiques, qui incluent la classe politique. 2. L'organisation sociale. 3. La structure économique. Mais un État n'a que pour socle, pas le régime politique, mais la structure économique. Vous allez voir que dans les États modernes du monde, les premiers ministres sont souvent économistes. Là où vous avez une économie forte, vous aurez une armée forte. Vous aurez des institutions fortes. Vous aurez une administration forte. Les gens qui travailleront seront mieux payés. Les conditions ou le bien-être du peuple sera adéquat. Et comment l'économie congolaise aujourd'hui? Non. C'est une économie qui est toujours extravertie depuis 70 à ces jours. Une économie qui se réjouit parce que le Sonchar a été revu à la baisse, malgré que vous avez les lacs les plus poissonnés d'Afrique. L'hydrographie congolaise est vraiment très riche. Très bien. Vous avez les rivières, vous avez le fleuve. Nous avons l'océan à côté. Alors, vous venez tout à l'heure de dire, on parle de notre devise. À la place du travail, on a le chômage, justice. On a le président lui-même a dit injustice, maladie, la justice qui t'attend. Mais quand même, du côté de la justice, il faut reconnaître les efforts. Non, on va y arriver, Monsieur Prince. Et paix, justice, travail à la place de la paix. C'est paradoxal. Voilà, c'est la guerre. Alors, parlons, parce que c'est le régime Tshisekedi aujourd'hui qui gère. Le régime Tshisekedi, lui, de son côté, on va dire, qu'est-ce qu'il a donné de bon aux Congolais? Si la justice, elle est encore malade, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de travail.
Le régime a voulu... A voulu. Le régime a voulu, parce que c'est une vision. C'est pour ça que j'ai dit a voulu. Une vision qui devait être matérialisée. Qui est en train d'être matérialisée, mais avec des prépondérances. Il y a des pondérations. C'est-à-dire, il y a des fois, peut-être on peut dire 10, 5, 4, 3 dans certains secteurs, 2, 0 même dans d'autres secteurs. Et l'ensemble, s'il faut parler de l'ensemble? Dans l'ensemble, je dirais 5. 5 sur 10. Parce que le mandat est encore en cours, l'article 70 est clair. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective de notre président de la République. Merci. Il a fallu d'abord ramener les Congolais à aimer ces pays. Il fallait constituer une agrégation, fédérer les énergies, les talents. Qui devrait le faire? Mais le chef de l'État, bien sûr. Très bien. Le président de la République. De par sa vision, il fallait faire comprendre aux Congolais quel était notre défi, quel était notre destin, quelle était notre cause commune. Il voit un État, il hérite d'un pays, ne parlons pas d'un État, en désordre. Un pays où le secteur de la vie nationale était au rouge. Était ou continue à l'être? Dans d'autres secteurs, les indicateurs changent. Comme quel secteur, par exemple? Le secteur de l'éducation, peut-être. Les indicateurs ont changé? Oui, avec la gratuité de l'enseignement. Ok, mais les parents déplorent la qualité de cet enseignement. D'abord, il était important de rendre cette gratuité effective. C'est une recommandation constitutionnelle, l'article 43. Je rappelle que vous venez de vous plaindre tout à l'heure de la qualité des élèves, des diplômes décernés. Tout à l'heure, c'était en coulisses. J'arrive. Il fallait d'abord rendre cette gratuité effective, parce que c'est une disposition constitutionnelle. C'est un vœu du législateur du peuple souverain. L'article 43. Il fallait que l'école soit accessible à tous. Lorsque le chef de l'État implémente cette volonté populaire exprimé lors du référendum en 2005, il y a eu 7 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Mais il y a eu quelqu'un à ses côtés qui l'a aidé à matérialiser cette gratuité, qui non seulement vient d'améliorer les conditions salariales des enseignants. Je vous dis ici, je suis enseignant de carrière, où je le fus parce que je n'enseigne plus. Les Congolais veulent savoir c'est qui cette personne. Presque Inana Zilumbanza qui a gravi les échelons. Non, celui qui a matérialisé. C'était Willy Bakonga. Je vais vous parler de cette personne parce qu'il fut... C'est lui qu'on a arrêté en train de fuir avec... C'est un collègue enseignant pour moi que je connais très bien. Le même le même Willy Bakonga, Willima, député national élu, et puis de la Chapa, ministre du Sport, le premier à amener la pelouse synthétique au stade de Martyr. Mais l'argent avec lequel il traversait l'autre... Il vient résoudre une équation. Vous savez que la moitié des fonctionnaires de l'État sont enseignants. Les enseignants menaient une vie misérable. Je me rappelle une fois, il y a un ami qui devait aller se marier. Il arrive à la belle famille, on lui pose la question. Au Sal Ramsalani. Non, je suis enseignant. Ah, c'est côté qui s'appelle Moussala. Donc, c'est-à-dire que pour les Congolais, enseigner n'était pas un travail. Mais oui, Bakonga arrive, il trouve l'enseignant à 120 000 francs congolais, voire 80 000 pour certains selon les grades. Il le paye 400 000. Il améliore déjà les conditions salariales de certains fonctionnaires de l'État. Il trouve des NP, des gens qui enseignaient, qui n'étaient pas reconnus par l'État, qui devaient se contenter de la motivation des parents. Je connais le secteur. À l'époque, il arrivait qu'à la fin du mois, vous mélangez la caisse de frais scolaires payés par les parents. Vous retrouvez que dans une école, vous avez peut-être près de 30 NP. On vous partage cet argent. Tu te retrouves avec 7 000 francs, 10 000 francs. C'est comme ça que les autres fouillaient le secteur de l'enseignement public. Willy Bakonga trouve près de 15 000 NP. Il en a payé 100 000. Il vient à l'école primaire, il paye 55 000 NU. C'est-à-dire que c'est l'un des secteurs qui a changé de vie avec Félix Tshisekedi. Donc l'amélioration salariale et la qualité... Non, je ne parle pas seulement de l'amélioration, mais de conditions aussi. J'ai parlé seulement des enseignants, mais il y a aussi les écoles qui ont bénéficié. Parce qu'il y a des écoles qui devaient fonctionner avec 50 000 francs comme frais de fonctionnement. La craie, le livre. C'est vrai, vous trouvez que dans d'autres écoles, pourquoi la qualité de l'enseignement est au rabais aujourd'hui?
Parce que dans les écoles, on ne retrouve plus de dictionnaires, on ne retrouve plus de bibliothèques. Nous étudions à mon collège, nous autres. Vous arrivez en classe, on avait des romans, on avait des livres, on avait des pauses lecture, il y avait des bibliothèques, il y avait des exposés. On nous rôdait à la lecture. Nous conjugâmes le verbe jour et nuit. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont des pratiques qui ne sont plus à jour. Pourquoi? Parce que les écoles ne disposent pas de frais de fonctionnement. C'est une équation qu'a résolu Willy Bakonga. Il trouve les frais de fonctionnement à 50 000 francs congolais. Avec 50 000, vous pensez qu'une école peut construire une bibliothèque? Mais lui il paye comme frais de fonctionnement aux écoles 2 millions de francs, voire 800 000, selon les structures. Des grèves qu'il y a eu une fois qu'il a lancé cette gratuité d'enseignement. Le problème, c'est que... On va commencer par là, les professeurs, il y a de ceux qui ont claqué la porte. Non, vous savez d'ailleurs, Tshisekedi a résolu. Il y a des enfants qui ont quitté certaines écoles. On s'est retrouvé avec 80 élèves dans une salle de classe qui recevait autrefois 40 élèves. Je vais vous faire rire. À l'époque où je fus assistant parlementaire, je suis assistant parlementaire de l'honorable député national Bieto Silombanza Royaume, mon père bien sûr, pour ceux qui les connaissent des restes mémoire. Sous ma tata Pogno, les députés gréva ou grévirent, pardonnez. Là c'est sous ma tata Pogno. Sous ma tata. L'homme à la cravate rouge. Les députés ont grévé par manque de paiement. C'est-à-dire que aujourd'hui aussi, Kaméré a dit qu'il n'y a pas d'argent. Non, je voulais vous dire, non, ne suivez pas Kaméré, je peux même les détruire en une minute. Ne suivez pas Kaméré. C'est pas question de le suivre. On est en train d'analyser ce qu'il a dit le président de cette chambre. C'est de la petite glouton. Il ne cherche que des intérêts mercantiles, Kaméré. Ne vous en faites pas. Vous savez, si sous Kabila les gens grévaient par absence de paiement, sous Tshisekedi les gens grèvent pour demander à ce qu'il y ait amélioration. C'est-à-dire qu'on ajoute, qu'on multiplie les salaires. Il est paradoxal, le paradigme a changé. Les gens grévaient sous Kabila, donc, parce que d'abord ils avaient un salaire dérisoire. Ils sont payés, mais ils veulent qu'il y ait... Sous Tshisekedi, quand vous attendez que quelqu'un a grévé, c'est-à-dire on lui paye ce qu'on devait lui payer, mais il exige qu'on augmente. Et non par un paiement. Non, et non par un paiement, non. Même le peu là, on donne. D'ailleurs, Tshisekedi a mobilisé plus de ressources que ses prédécesseurs. Kabila nous a laissé ou nous laissant un budget évalué au maximum à 8 milliards. Tshisekedi fait les triples. Le triple. Le quadruple même. On voit comment est-ce qu'on demande aux églises de cotiser pour soutenir les fardés sur front. C'était injurieux comme démarche, une démarche injurieuse, honoreuse, qui n'a pas honoré le peuple. Merci. Mais aussi le gouvernement. On ne peut pas s'y atteler à ça. Parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Quand vous entendez qu'on a détourné autant, il y a eu autant, on ne peut pas aller demander de l'argent, quémander, faire l'aumône pour soutenir notre armée. Merci. Par rapport à la question de Willy Bakonga, vous savez que il était victime d'une cabale politique. Une cabale politique, comment expliquer? D'une machination. Madame, nous sommes en prison, nous sommes dans un pays où on peut monter tout un dossier sur moi. Pour Willy Bakonga, seulement ça a été monté. Tout comme moi, je commence à je commence à croire ce que disent les politiques. Le gouvernement pisse par-dessus le peuple, le verbe pisser. Mais la presse dit qu'il pleut. Ok. Vous savez que le gouvernement peut commencer à faire souffrir la population, vous, presse. C'est-à-dire que la presse fait passer un diable pour un saint. Comme aujourd'hui, ma tata est le saint. Je salue mon ami et frère Edeba Joseph. Si pour tout le politique... Et puis on prend les saints, on le fait passer pour les diables. Bakonga qui n'a jamais bénéficié de la prime des gratuits. Mais quand il y a... Je vais vous révéler ce dossier. Que je mets cette Comment on parle? Quand à chaque fois, on parle de détournement, autre chose, vous revenez pour nous dire non, il était victime, non, ce n'est pas vrai. Mais il faut que ça continue. C'est-à-dire que c'est après des enquêtes menées. Après 5 ans après des enquêtes menées. Kapiamba, mais c'est à la justice. L'éternel diffamateur, le diffamateur légendaire de la République, Georges Kapiamba de la Cage, lui qui monta de valises avec Photoshop, disant au peuple congolais que Bakonga aurait traversé avec 2 millions de dollars via Brazzaville pour rejoindre l'Europe, n'a jamais prouvé jusqu'à ce jour
que ces valises montées sur Photoshop contenaient ne fût-ce que 100 francs congolais. Mais pourquoi il a été rapatrié? Je vais vous raconter l'histoire. Bakonga, dans son amour patriotique, dans son vouloir de bien faire, arranger les choses, il s'attise non seulement à la méchanceté du FCC, qui voulait voir la gratuité s'écrouler, parce que la gratuité de l'enseignement, c'est l'un des piliers phares. Le FCC encore? Oui. Le FCC toujours, alors on va dire. Hein, c'est un front commun contre le Congo. Je vais vous révéler des choses ici. Bakonga, ministre de l'EPST, mais il fut secrétaire permanent adjoint de Chadari, parce qu'il était le PPRD à l'époque. Quand Bakonga commence à matérialiser la gratuité... Il a même dit hein, que ce qui a Atiki Kabila, Atiki politique. On appelle ça de la dynamique politique. La dynamique politique invite l'homme politique à pouvoir se conformer par rapport au temps. Donc il dira aussi, je suis... Au temporaire, au aujourd'hui, si c'est qui dit, je suis fini. Est-ce qu'il faut servir les individus ou servir l'État? C'est un républicain, il doit servir la République. Et quand il sert Tshisekedi, il sert la République. Voilà, donc quand des gens commencent à dire je serai kabiliste... On donne le mot d'ordre à la Gouli de ne pas payer l'argent à Bakonga en ce qui concerne le frais de la gratuité. Il n'avait pas de fonds de la gratuité. Premier mensonge, on vous a menti que Bakonga avait détourné l'argent de la gratuité. C'est faux. On met quiconque a des filles qui vous disent combien et quand a-t-il perçu cet argent. Deuxième élément. On monte une cabale par rapport à l'argent reçu pour la gestion de Covid. Sous Covid, Bakonga reçu 1,5 million de dollars pour l'achat de kits pour riposter contre la Covid. Vous savez, à cette époque, les écoles étaient fermées. Pour ceux qui fonctionnaient, il fallait acheter des gels, des matériels, des casques et autres qu'il distribuait à travers toute la République. Il tombe malade. Il doit rejoindre son médecin aux États-Unis. L'aéroport de Njili étant fermé, il traverse via Brazzaville. Il arrive à Brazzaville, on monte une cabale qui s'appelle les services secrets de Brazzaville pour lui dire il y a un ministre qui est là avec 2 millions de dollars. L'exception congolaise prévoit qu'on ne peut pas traverser les frontières avec plus de 10 000 dollars. On vient, on fouille Bakonga. On l'humilie d'ailleurs. On le trouve avec 14 700 dollars, accompagné de son fils majeur. On l'arrête, lui et son fils, pour blanchiment des capitaux. Il était jugé ici, extradé, arrêté, jugé et condamné ici à la Cour de cassation pour blanchiment des capitaux. Blanchiment des capitaux. Et non pour détournement. Non pour vol. Vous comprenez cette cabale. Mais en fin de compte, lorsque le chef se rend compte que non, c'est un fils du pays qui a été jeté en pâture. Ce sont des compétences. Il a été acquitté. Et là, maintenant, il faut rétablir. Il a été acquitté ou gracié? Il a été gracié, bénéficiaire de la grâce, mais bientôt acquitté, parce que là, ses avocats entreprennent, parce que jusque-là, l'éternel diffamateur n'a jamais prouvé, c'est là le fait retenu contre ce charge. Très bien. C'est-à-dire que nous souffrons de manque de système politique. Nous souffrons de manque de suivi. Nous souffrons par manque de sanctions. Nous souffrons par manque de respect des normes et principes établis. C'est ça la RDC souffre dans tous les secteurs. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous êtes en direct de votre chaîne CML 13 Télévision. Je rappelle que c'est avec monsieur Prince Kinana, président du parti MND, qui veut dire Mouvement de nationalistes divergents. C'est avec lui que nous sommes en train de changer. Très rapidement, on va ouvrir la brèche sanctions contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, après justement son annonce d'un retour vers la partie orientale. Aujourd'hui, il y a débat autour de ce retour. Pas de preuve que Kabila effectivement a foulé le sol de Goma. Alors que ici à Kinshasa, le ministère de la Justice ainsi que de l'Intérieur ont pondu 2 communiqués. L'un sanctionne les activités de son parti politique ainsi que ses cadres. Et l'autre engage de poursuites judiciaires contre justement cet ancien chef de l'État, M. Prince Kinana. On va commencer d'abord par votre lecture de fait quant à cette situation. D'abord, j'aimerais montrer mon indignation en faveur de celui qui nous a dirigés.
Joseph Kabila n'est pas un homme politique, c'est un homme d'État. Il a été dépositaire des questions d'État, il a géré, il a eu accès aux fonctions étatiques, à la magistrature suprême, il a dirigé ces pays dans des contextes que nous tous nous connaissons. Il était confronté à plusieurs défis. Il se veut être celui qui a fondé la Troisième République. Il a réunifié le pays, il a hérité d'un pays déchiré, des rébellions à gauche, à droite. Il lui a fallu beaucoup de courage, de résilience, de résistance, de force, de sagesse et d'intelligence, mais aussi jeune, inexpérimenté, beaucoup plus d'esprit d'ouverture, d'écoute, de se laisser guider par la volonté populaire pour nous éviter les chaos, pour éviter le délitement de cet État, pour nous éviter la balkanisation à cette époque. Kabila devient à cette époque l'un des pères fondateurs de la démocratie congolaise. Il inscrit le pays sur la voie démocratique. Il organise les premières élections réellement démocratiques en 2006. Malgré tout ce qu'il y a pu avoir, manque d'adhésion massive populaire, il était maintenu comme président de la République. Il organise pour la seconde fois les élections en 2011. Nous avions connu ce qu'on a pu connaître, vu que les élections revêtent aussi un caractère de cohésion sociale et nationale, parce qu'ils nous unissent, parce qu'ils doivent recueillir les critères de crédibilité et autres, voire même de participation, d'inclusivité. Kabila devint alors un rassembleur. Celui qui devait rassembler les Congolais face à un destin commun, face à une destinée commune, laquelle lui-même nous disait à l'époque qu'on devait construire le Congo. Il nous amène les 5 chantiers. Il lance ce chantier, il veut d'un Congo grand, émergent et moderne, il nous amène la révolution de la modernité. Dit que Kabila était passionné par le Congo. La cause du Congo était sienne. Il fonde un parti politique qui est une vision qui s'appelle Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Demos Kratos, pouvoir du peuple par le peuple. C'est-à-dire que Kabila organise le 3e cycle électoral où il décide de sortir par la grande porte. C'est lui d'accepter que son sort soit scellé dans notre pacte républicain, notre Bible par excellence qui est la Constitution, qui lui réserve un statut d'ancien chef d'État, de sénateur à vie, d'un conseiller d'État, qui doit être toujours disponible pour nous. Vers qui nous devons nous tourner. Il est dépositaire d'une certaine expérience. C'est-à-dire que le présent de Tshisekedi n'est que le passé de Kabila. Mais nous sommes choqués de voir que Kabila évolue. On regarde les informations de notre possession. Si ce que nous entendons est vrai, on regarde sa tribune. Nous sommes choqués de voir que Kabila, au lieu d'évoluer, a décidé d'évoluer. Parce qu'il existe l'évolution et l'involution. Lui, il a décidé l'involution. Il a décidé de son involution. Okay. Il a décidé de démolir ce qu'il a bâti. Il a décidé de détruire ce qu'il a construit. Kabila a décidé de brûler notre pacte par excellence. Kabila a décidé de jeter notre Bible qui est la Constitution. Kabila sort. Pour sa première fois, il dit le M23 qu'il avait lui combattu. Parce que vous avez insisté ici, Kabila avait fait le M23. Kabila vient dire que le M23 portait les aspirations du peuple congolais. C'est écœurant. Est-ce le même M23 qui ont le même cahier de charges, le même agenda politique,
qu'il combattit à l'époque, où ces mêmes M23 se sont convertis des diablotés en saints. Sous Kabila c'était des saints, sous Tshisekedi ce sont devenus des diables pour, ou sous Kabila c'était des diables, sous Tshisekedi ce sont devenus des saints pour porter les aspirations du peuple congolais. Alors si les M23 portaient les aspirations du peuple, pourquoi il les a combattus? Pourquoi nous perdîmes à l'époque Mamadou Nala? Pourquoi? Je me demande, Kabila qui doit être disponible. Mais la vie de Kabila est régie par une loi. La loi portant statut des anciens chefs d'État. À l'article 5, le sort de Kabila est scellé. On dit ceci. On lui conditionne comment Kabila doit se comporter vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de son pays. Tout ancien président de la République est élu et soumis au devoir incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution de l'article 4. Article 5, tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Lorsque Kabila prend part pour la cause du M23, en lieu et place d'être du côté de Tshisekedi, du côté de la République, a-t-il été digne? A-t-il été patriote? A-t-il été loyal envers l'État? Quand Kabila dit que le problème dans cette question dans l'Est est la résultante de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi, voilà c'est Tshisekedi qui est le problème. A-t-il été digne de sa fonction en tant que chef d'État? Non. Kabila ne mérite plus respect, considération, voire amour du peuple congolais. Si ce que nous entendons s'avère être vrai, qu'il aurait, parce que peut-être ça reste un secret pour les services qui doivent engager des poursuites, qu'il aurait rejoint Goma, où il tient des réunions avec ceux qui massacrent et tuent le peuple que lui avait juré de protéger, en prêtant serment. Kabila ne mérite plus considération ni respect du peuple congolais. Il a trahi la République, il a trahi le serment de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qu'il avait dit à l'époque, ne jamais trahir le pays. Mais il n'est pas en droit de fouler au moins les sortes de Goma? C'est de son droit en tant que Congolais, parce que Goma se retrouve au Congo. Mais pourquoi vous ralliez ça au fait qu'il va rejoindre le mouvement c'est de son droit d'aller partout. Tout Congolais, la libre circulation, c'est des jours, c'est reconnu dans la Constitution. Kabila peut aller partout il veut. Mais la démarche voudrait que, vous savez, les anciens présidents de la République n'ont plus accès aux mandats électifs. Pour certains, ils travaillent pour missions comme de médiateurs, pour des missions de paix, des organismes internationaux et autres. Ce sont des régulateurs de conflits. Parce qu'ils sont détenteurs d'une certaine sagesse de la gestion des questions publiques d'État. Donc vous pouvez voir ça aussi dans ce sens-là. Non, si c'était dans ce sens d'aller réguler les conflits, il devait commencer par Kinshasa. Lors de sa première sortie médiatique, il devait prendre cause pour Kinshasa. Mais quand il devait condamner l'agression. Kinshasa l'accuse d'être celui qui parraine l'AFCM. Mais Kinshasa l'a accusé. Kabila n'a jamais réfuté. En latin, on dit. Non, il a attendez, j'arrive, madame. En latin, on dit. Quita set, consentir et oui de tout. Qui ne dit mon consent. Kabila a-t-il réfuté qu'il était le parrain ou l'autorité morale de l'AFC? Il a demandé les preuves. Sans nous dire qu'il n'était pas le parrain. Qu'il n'en était pas le parrain. C'est dire, l'ont encore enfoncé. Peut-être qu'il est soit mal conseillé ou il s'est mal entouré. Mais quand il dit demandez-leur le preuve prochainement. Mais lui quand même devait nous dire, de par son comportement, de par ses dires, de par son langage,
qu'il n'est ni de mèche ni en connivence avec ceux qui nous agressent, avec les agresseurs du Congo. Lui devait d'abord nous le dire. Mais de quoi on parle, madame? Il devait, lui, commencer d'abord par condamner l'agression. A-t-il condamné cette agression? Plus de 15 000 de ses compatriotes ont péri. A-t-il condamné l'agression rwandaise? Non. Lui s'est limité à condamner Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il a pris part pour l'ennemi. Monsieur Prince, vous vous souviendrez que la sortie médiatique de Joseph Kabila a eu lieu après les accusations de Kinshasa, selon lequel il serait parrain de l'AFC M23. Donc, dans sa sortie médiatique, celui-ci devrait communiquer de façon à y tenir justement compte, on va dire ainsi, de toutes les accusations qui portaient... Kabila quitta Kinshasa, sans dire mot aux Congolais, c'est de son droit. C'est sa vie privée, il est allé poursuivre ses études. Il y arrive, il ne dit pas mot, il ne pipe mot à cette époque. Mais Kabila a une suite. Il a des lieutenants qui l'accompagnent, qui communiquent, qui tweetent, qui publient en son nom et pour son compte. Quand Kinshasa commence à les désigner comme l'un des principaux agresseurs du Congo, à travers l'AFC, c'était de son plein droit de nier ou de réfuter. Si pas lui, voire sa conseillère en matière de communication. Ils n'ont dit mot. Et ce n'est pas Kinshasa comme ville ou Kinana comme acteur politique qui disait cela. C'est la première institution de l'État ou du pays. Regardez l'article 68 de la Constitution, qui est le président public Félix Antoine Tshilombo. Lorsqu'il dit que Kabila, lui, il a refusé de participer aux élections, il veut revenir par la voie des armes, en créant un mouvement insurrectionnel. L'AFC, c'est lui. Il se joint en 20 ans pour créer une coalition, comme ce fut le cas avec l'FCC-CACH. La meilleure des façons, c'était pour Kabila de faire le fisc un démenti. Ok. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait. Pourquoi le gouvernement... Lorsque Kabila vient sortir plus tard, après la chute de Goma et Bukavu, il ne condamne pas l'agression. Il condamne Kinshasa. Il prend part pour la rebelle. Il va même plus loin, demander à ce que la SADC, via sa mission de retirer ses troupes pour laisser un champ libre à ses alliés, qui n'auraient d'autre que l'armée rwandaise et ses DRC. Non, d'autant de leur honnêteté également. On va le dire. De quelle honnêteté? Parce que cette mission était là pour une mission précise. Cette armée, la SAMI-DRC était là pour une mission précise. Kabila jouait de son agenda politique, de son carnet d'adresse, de ses relations en Afrique avec ses pairs. Donc c'est Kabila qui a fait en sorte que l'armée... Le départ précipité de cette armée qui se retrouvait d'ailleurs en étau, parce que cette armée n'était plus en possibilité d'être ravitaillée. Que ce soit par la voie terrestre ou par la voie aérienne, ils étaient encerclés par les agresseurs, les occupants, que Kabila appela abusivement libérateurs, qui tuent le Congo, c'est prouvé probable. À Goma, il y a eu massacre, madame. Kabila, lui qui a dirigé le Congo pendant 18 ans, le Congo lui a tout donné. Vous savez, c'est ça aussi le piège avec l'homme congolais. Même ceux qui entourent Kabila, ça va être des vautours, ils le conseillent mal. Kabila pouvait être un mythe. Et pouvait être une référence, une école. Kabila devait être une école. Mais M. Prince... Regardez, qu'est-ce que Kabila devait faire? Dans la conservation du pouvoir, je m'excuse. Le moboutisme a échoué. Il y a certains de ces moboutistes qui résistent encore jusqu'à ce jour. Mais le kabylisme devait résister parce que le Kabila est là. Il devait faire de ces courants politiques une doctrine qui devait enseigner, en créant une classe. Il a les moyens. Il connaît le pays. Il devait commencer à gérer le Congo à travers ses lieutenants. Pas que lui revienne. Parce qu'il sait que constitutionnellement c'est impossible. Le peuple ne part avec lui. Il manque de discours. Alors il veut de rentrer par la voie des armes. Mais malheureusement, au lieu de voler, il évolue. Et l'histoire s'en chargera de lui. C'est fort triste. Voilà. Pourquoi attendre longtemps avant pour lancer, on va dire justement, procéder à des sanctions à l'égard de Joseph Kabila,
dès le départ. Pourquoi on va parler de la justice aujourd'hui a attendu que la situation se dégrade, que Kabila annonce son retour à Kinshasa ou au Congo par la partie orientale pour qu'il y ait succession de sanctions comme ça? Dès lors que le chef de l'État, parce qu'il a toutes les informations, il est mieux informé, alors juste après sa sortie médiatique, on a vu comment ça se passait avec les autres, Perrault et autres, pour ne citer que lui. La justice a fait son travail. Il y a même eu un procès alors qu'ils n'étaient pas ici. Ils n'étaient pas au Congo, mais encore à Kinshasa. Pourquoi ça n'a pas été le cas avec Kabila? Les pères fondateurs des États, entre autres Montesquieu, ont prévu qu'il n'y ait pas interférence ou ingérence d'un autre pouvoir vers un autre. La séparation des pouvoirs s'avère être un principe d'équilibre qui garantit l'homéostasie institutionnelle pour éviter qu'un autre pouvoir n'inféode pas l'autre. Félix Antoine Tshilombo, chef de l'État, est une institution. Oui. Mais les cours et tribunaux, avant de s'engager sur cette voie, devraient, comme on le dit en droit, donne-moi les faits, je te donne le droit. Malgré que le chef de l'État, magistrat suprême, garde, ce sont des fonctions. Mais par principe d'indépendance de la justice, elle qui doit maintenir l'équilibre établi entre les pouvoirs pour éviter les différentes couches, elle devait quand même obtenir des faits probants. Je pense que maintenant que cette procédure est enclenchée, malheureusement que c'est mal fait. Mal fait? Très mal fait. Qu'est-ce que vous reprochez? L'article 93 de la Constitution est clair. Le ministre est responsable de son département, il statue par voie d'arrêté et non par voie de communiqué. Les communiqués n'ont aucune nature juridique. D'ailleurs, elles n'ont même aucune valeur. Elles ne peuvent même pas être attaquées même devant le Conseil d'État. Cela doit être un acte administratif pour que ça soit attaquable. Le communiqué doit être, ça va être un moyen de communication d'une décision prise par une autorité. Dans ce communiqué, l'autorité doit se référer de sa lettre référencée ou de sa décision. Vu l'arrêté tel, nous portons à la connaissance de l'opinion qu'il a été décidé ça. Mais pas la manière où ils le font pour ne pas condamner. Là, là d'une manière scientifique, on va pas nous traiter d'opposants ici. Nous sommes des lignes sacrées. Nous soutenons leur manière de faire, mais nous condamnons cette façon parce qu'il doit poser des actes. Le traitement d'un ancien chef de l'État, qui est encore jusque-là sénateur, on va le dire. Cette façon de gérer ses biens, enfin non, si ce qu'on lui reproche s'avère être vrai, madame. Sans que la justice... Si ce qu'on lui reproche s'avère être vrai. Mais que voulez-vous qu'on réserve à ceux qui trahissent l'État? Parce que si ce qu'on lui reproche est vrai, Kabila a fait ce qu'on appelle la haute trahison. Non, j'ai vu le ministre de la Justice... lui qui a le pouvoir d'injonction sur les magistrats de parquet et autres, demander à ce qu'il y ait des poursuites, voire... Mais il n'a pas de tutelle des lanceurs qui est saisi des biens. Là, il n'a pas les droits. Très bien. Je crois que les avocats, les Kabila a des avocats qui peuvent quand même attaquer. Ils ont réagi scientifiquement, ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire que lui, M. Moutamba, n'a pas le droit peut-être qu'il a fait par... mativisme, je ne dirais pas populisme, il a fait par buzz, il a fait pour plaire à l'opinion et autres, mais il n'a pas les droits, lui, de pouvoir décider à ce que le bien de Kabila soit saisi. Ce n'est pas mettre en mal. Nous sommes signataires du droit de l'OADA. Hein? Voilà. Le pouvoir de la saisine n'est que l'émanation... du TGI. Hein? C'est-à-dire que le tribunal de grande instance, voire son délégué, c'est lui qui est habilité à pouvoir faire la saisine, voire la saisine conservatoire, la saisine vente, saisine foraine, saisine attribution, tous les sortes de saisines-là. Donc, scientifiquement, le communiqué de Moutamba est nul et de les faire. Mais nous soutenons la démarche.
Ok, alors ça vient pas mettre mal la cohésion nationale à l'heure actuelle? Après consultation, on s'attend à un gouvernement de l'Union nationale, un ancien chef de l'État qui se voit rempli de poursuites judiciaires, c'est bien saisi, son parti politique interdit de toute activité. La cohésion nationale, c'est un sentiment que doit avoir un peuple envers son pays. Le sentiment que vous avez de vous reconnaître congolais, c'est ça la cohésion. Cohésion. La mise en commun, la mise ensemble. C'est-à-dire que nous devons tous avoir ce sentiment d'appartenance au Congo. Même quand le même sentiment que nous devons avoir de défendre cette patrie. L'article 63 est clair. Tout Congolais, avec des quantités invariables, pronoms indéfinis. On ne dit pas que ce sont les Congolais de l'Union sacrée ou c'est de l'opposition de la société civile. On dit tout Congolais a les droits et un devoir sacré. Et la défense de l'État a été sacralisée par notre pacte que nous avons tous signé ou nous signâmes à l'époque. Les consultations politiques avaient deux buts. Un, elles devaient permettre à ce que nous puissions constituer une agrégation de Congolais qui devrait diagnostiquer sur les causes profondes de la crise de sécurité européenne. Des Congolais de tout bord. Nous devions nous poser, des Congolais de tout bord, nous devions nous poser des questions polémologiques. La polémologie est l'étude de la guerre, la science de la guerre. Pourquoi il y a cette guerre? Les causes, quelles en sont les causes? Voilà. Enfin, de nous permettre de trouver des solutions irénologiques. L'irénologie est la science de la paix. Toutes les solutions qui peuvent nous amener vers la paix. Ces solutions devaient avoir pour but de phagocyter cette guerre qui a tant duré, afin de rétablir l'homéostasie sécuritaire. Pour que dans l'Est, les gens vivent en paix, en quiétude et dans la concorde. Ça, c'était le premier but. Le deuxième but. Ces consultations devaient aussi constituer un égrégore politique de gouvernance. Vous dites que cette question est la résultante de mauvaise gouvernance? Oui. L'union fait la force, venez. C'est ça aussi l'unité nationale. Venez, nous allons fédérer les énergies. Nous allons fédérer les talents et les intelligences. Nous allons fédérer les idées. Pour que nous puissions remplacer l'incompétence par la compétence. Pour que nous puissions éviter le tribalisme, le clientélisme, le népotisme. Tous les mots MAUX que vous empruntez au régime. Alors, c'est-à-dire que lorsque le chef de l'État ouvre ses bras, il tend ses mains pour que ses compatriotes viennent participer à la gestion de la République, c'est une preuve de la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est aussi les élections que nous venons de faire. Ces élections ont eu l'adhésion massive de la population congolaise, qui n'ont pas contesté la légitimité de ces processus. C'est-à-dire que c'est cet amour que vous avez de vous reconnaître être Congolais. Ici au pays, lorsque nous nous rencontrons avec Matata Pogno, je l'appelle frère. Quand je vois Fayoulou, je l'appelle frère. Quand je vois Katumbi, je l'appelle frère. Quand je vois Kabila, je l'appelle frère. C'est ça aussi la cohésion nationale. Et d'ailleurs, notre bien-aimé, la tendre épouse de M. Joseph Kabila Kabange, malgré qu'aujourd'hui, Kabila s'avère être une honte pour la République. Marie-Olève Lembe Kabila est la chouchou de certains Congolais et Congolaises. Vous le savez, madame. Mais c'est ça aussi la cohésion nationale. C'est-à-dire que, nonobstant nos clivages politiques, religieux, ethno-tribales, nous restons frères et sœurs. Peuple d'un seul pays. C'est ça aussi la cohésion nationale. Tshisekedi vous a dit que Kabila c'est son ennemi? Non. Tshisekedi vous a déjà dit que Kabila n'est pas congolais? Non. Mais Kabila qui se sent aujourd'hui frustré. Mais c'est parce qu'il s'est prédisposé. L'on donnant à l'homme la parole pour exprimer ses pensées. Que pense Kabila? Kabila pense que le MV3 c'est un mouvement libérateur des Congolais. Kabila pense que Tshisekedi est un tyran. Là, Kabila, c'était l'hôpital qui s'est enculé de la charité. Kabila qui fusilla les marches ici. Parce qu'on doit quand même lui rappeler certaines choses. Malgré que nous l'aimons. Kabila, nous continuons à t'aimer. Malgré que tu as été mal conseillé. Tu as choisi la mauvaise voie. Tu as emprunté le mauvais chemin.
Mais nous te rappelons que toi, Kabila, tu égorigeas les Koulouna qui sont des bâtisseurs aujourd'hui. Toi, Kabila, tu fusillais des Congolais qui marchèrent ici pour réclamer leurs droits. Toi, Kabila, tu tuas aussi Mukendi et Thérèse Kapangala. Chéribin, qui l'autre, comment il s'appelle, Tchébeya. Kabila qui les a tués. Mais, madame, qui dirigeait le Congo à cette époque? Qui était le commandant? Vous avez parlé de qui était le commandant suprême de l'armée? Je parle de l'armée qui descendit à l'époque sur terrain sous Kabila pour... Les images sont là. Nous ne parlons pas de choses il y a de cela 30 ans, non, il y a de cela 10 ans, de cela 5 ans, de cela 6 ans que cela s'est produit. Ils vont opposer à leur côté le fait de la mort de Chéri. Mais là, maintenant, Kabila, c'était l'hôpital qui a enculé la charité pour dire Tshisekedi était tyran. Mais Tshisekedi tyran, toi tu tuais, tu brûlas. Tu calcinas le militant de l'UDPS au siège là-bas. Kabila devait peut-être se taire. Laissez même Marie-Olive Lembe Kabila parler en sa place. Marie-Olive Lembe a la confiance du peuple. Elle est crédible. Nonobstant le mal ou le mot MAX qu'a pu nous infliger son mari, mais Marie-Olive Lembe était l'intercesseuse de Kabila auprès du peuple congolais. Au regard de ses actions, comme aiment l'appeler les Quinois et les autres Congolais, Mama Waro. Kabila pouvait même se maintenir à travers Maman Olive. Mais quand il n'y a pas jusque-là, vous l'avez vous-même dit que peut-être le service se sent tue pour ne pas communiquer sur... Non, le ministre ayant en charge de l'intérieur gère les services de sécurité. Oui. L'ANR... C'est comme Jean-Pierre Mbemba dit que quand il était ministre de Défense aussi, il a des preuves. Vous savez que des preuves qui en prenant sa démarche, le ministre Jacquemain Chabani parlant de Goma s'est référé des dispositions légales, réglementaires qui existent. Il a parlé de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. En son article 29, 30 et 31, si je ne m'abuse, où il parle... où il fonde sa décision de suspendre les PPRD. Si le PPRD pense que cette décision passe outre, où on leur impute des choses non fondées, ils ont des avocats, ils n'ont qu'à réfuter devant les cours et tribunaux. Nous sommes un État des droits, nous sommes un État, nous sommes un pays qui a quand même des institutions, ne parle pas encore d'un État. C'est-à-dire qu'ils ont la voie d'aller recourir aux cours et tribunaux et que cette décision puisse partir. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de consultation, on finit déjà, on a largement dépassé plus d'une heure. Merci. Quand l'Union Sacrée consulte l'Union Sacrée, c'est pour un gouvernement de l'Union Sacrée, on va dire. Il n'y a pas eu l'Union Sacrée qui a été consultée. Je venais de vous dire ici que l'article 63 de la Constitution était clair. Là, on est dans le fait maintenant de ce qui s'est passé. Dans le fait, ce n'était pas l'Union Sacrée qui a été consultée, madame. On a consulté les Congolais pour répondre à une seule question. Tous membres de l'Union Sacrée. Parce que est-ce qu'il y a une crise politique au pays? Non. Les institutions politiques existent. Il n'y a pas de crise politique? Non. C'est faux. Dans cette crise, elle est que sécuritaire. Elle est sécuritaire. Et quand Katumbi se retrouve... Vu que la crise est sécuritaire, c'est ce qui a fait que les autres secteurs puissent tituber. Il fallait résoudre la sécurité publique. Sans sécurité, on ne peut pas parler développement, on ne peut pas parler construction. La sécurité publique, c'est la première mission de l'État. Ce sont des Congolais qui ont répondu à l'appel du chef de l'État via le sécurocrate d'État. Pourquoi avoir initié cette cohésion nationale si le pays n'est pas divisé? Non, le pays n'est pas divisé. Il n'y a pas d'incohérence. Le pays n'est pas divisé. Goma ne se retrouve pas au Rwanda, Ituri n'est pas en Ouganda, le Katanga n'est pas au Zambie. Mais vous ne voyez pas... Kinshasa n'est pas en Angola. C'est-à-dire que nous sommes Congo, avec 2 335 410 km². Le chef de l'État ne vient pas... comment on dit les termes que vous avez utilisés ici, initier la cohésion existe. Le chef vient renforcer les liens de cohésion. Comme l'a dit Lumumba. Dans les liens qui sont fragilisés. Voilà, oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Pour penser État. Parce que
L'oppresseur est plus puissant s'il a des complices parmi les opprimés. Qui est cet oppresseur? C'est Kagame, c'est Kigali. Il s'avère être puissant parce qu'il a des complices parmi les opprimés. Qui sont ses complices? C'est Kabila, c'est Katumbi, c'est Diongo, c'est Mvemba, c'est Perron, c'est Baelenge. Ce sont des complices. Alors, nous devons éviter qu'il ait un grand nombre de complices. Si frustration il y a eu, venez, nous allons parler. Venez, on va vous écouter. C'est le pays, c'est un bien commun, bien sûr. Le Congo est un bien commun. Le Congo appartient à Sifa Kabila, le Congo appartient à Kinana Silumbanza, il appartient à Madame Tania, alors, il appartient à tous les Congolais. Monsieur Prince, aujourd'hui, quand on charge Kabila d'être celui qui est parrain de l'AFC M23, est-ce pas une façon de dédouaner aussi Kagame? On n'a pas dédouané Kagame. C'est une très bonne question. Est-ce que lorsque Mouzé disait à l'époque que c'est le Rwanda qui nous agresse, il n'y a pas de rébellion au Congo, il dédonnait Kagame? Non. Ils étaient là, les Bemba, les Mende, ceux qui lui faisaient la guerre à l'époque. Ce qui s'est dit dans la sous-région, que c'est eu une crise, enfin ils parlent de l'opposition armée. Non, ce n'est pas, en train de bondir, ce n'est pas de l'opposition armée, madame. Ce n'est pas de l'opposition armée. C'est ce que la madame a dit. Madame, si c'est de l'opposition armée, que font les troupes rwandaises à Goma? Si c'est de l'opposition armée, il fallait qu'on prenne le Sadari, qu'on le nomme comme gouverneur à Goma. Pourquoi ils ont nommé un Rwandais de souche comme gouverneur à Goma? Si c'est de l'opposition armée. Alors c'est Kabila encore qui tire les ficelles. C'est-à-dire que c'est une coalition. Kagame s'est senti coincé, mis à nu. Son mensonge, ses mensonges, sa bestialité. Lui qui se faisait passer pour la victime pendant que c'était lui le bourreau, s'est vu être exposé devant la communauté internationale. Alors il devait faire comme d'habitude, congoliser l'agression. Prendre certains Congolais de basse classe qui veulent combattre la République, les placer devant. Il dit à Kabila, viens, on va s'allier. C'est FCC les cache. Cache avec Félix Tshisekedi, FCC avec Kabila. Maintenant, c'est M23 AFC. C'est une coalition. C'est pas difficile à comprendre. Si l'AFC fait de l'opposition armée, ce qui n'est pas reconnu constitutionnellement, parce que là, on parlait d'un mouvement insurrectionnel, qui est réprimé d'ailleurs à l'article 64 de la Constitution, l'M23 lui poursuit un autre agenda. Celui de piller, de violer, de massacrer pour les biens et les plaisirs de Kigali. Très bien. Maintenant, à Doha, le gouvernement est en train de négocier avec l'AFC M23 de Joseph Kabila ou l'AFC M23 du Rwanda? Mais c'est le même cahier de charges. Ils ont commencé par harmoniser leur cahier de charges. Là, il y a négociation. C'est-à-dire que, ici, non, écoutez, c'est-à-dire que à Doha, le gouvernement fait face à deux caprices. Les caprices de Kagame et les caprices de Kigali. Doha devait être un raccourci qui devait englober, inhiber le processus de Luanda. C'est-à-dire que le dialogue État-État, Kigali-Kinshasa, et aussi le processus de Nairobi, dialogue État et groupes armés. Si le M23, avec ses représentants, qui sont les marionnettes de Kagame, amènent les désirata de Kigali sur table, l'AFC lui amène les désirata de Kabila si, parce que Kabila n'a jamais réfuté qu'il est l'autorité morale de l'AFC. Il a demandé les preuves. Hein, mais lui, quand même, lui ne nous a même pas dit non. Son comportement, vous connaîtrez là par ses fruits. Il a demandé les preuves. Son comportement, c'est dire, c'est sortir, ses mouvements, l'émission est terminée. Les liés à ces mouvements insurrectionnels. L'émission est terminée, mon mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Une minute, parce qu'on a là. Je demanderai à Fornia Singwe, disait de beaucoup plus de sagesse, mais aussi, il commence par d'abord faire rétablir la confiance entre les chefs d'État. C'est vraiment un des préalables qu'on ne peut pas s'en passer. Mais je demande au gouvernement de ne pas fléchir à la demande de ces pantins qui exigent au gouvernement congolais, d'abroger la résolution du 8 novembre 2022 interdisant au gouvernement tout brassage et mixage. Si par malheur, on se permettait d'abroger cette résolution, nous aurions nous-mêmes légitimé l'occupation. Nous aurions fait du Congo un État vassal. Et ça sera, comme on dit en latin,
allez à Jacques-Tess. Et je dis au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshilombo, vous n'êtes pas seul, comme on dit à latin, bellum omnium contra omnes, la guerre de tous contre tous. C'est la guerre qui est faite aux Congolais, pas seulement à vous. Ce que vous faites, vous êtes sur le bon chemin. Ne faiblissez pas, continuez. L'accompagnement des Congolais conscients que nous sommes. Les MND est avec vous, continuez, ne cédez pas. Comme vous l'avez dit, la RDC ne plie pas. Nous n'allons pas plier, madame. Merci beaucoup. Merci. Très bien, c'était M. Prince Kinana, président du parti politique MND, mouvement de nationalistes divergents. Avec lui, nous avons échangé durant pratiquement 1 heure. Toutes nos excuses d'avoir largement débordé. La télé, c'est le temps, donc je m'en excuse. Alors, merci de votre confiance, merci de la fidélité renouvelée à ces magazines. On se retrouve demain pour l'autre numéro de cette émission. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir et à très bientôt.